Dans le genre fait divers historique, il n'y a peut-être aucun thème aussi mondialement célèbre que la bête du Gévaudan. Et pour cause, dans cette affaire, il restera toujours une part de doute, de mystère, bref, c'est un de mes sujets favoris et c'était idéal pour une enquête d'histoire. Car il s'agit bien là d'histoire, pas de légende, les faits sont avérés. Et on va vraiment faire une enquête. Enfin à peu près quoi, on arrive quand même 250 ans après les faits, hein. Du coup, attention, certains moments peuvent être déconseillés aux personnes sensibles. En effet, il y a des scènes où je suis rasé de vraiment trop près, c'est monstrueux, effrayant. Grâce aux nombreux livres, sites en tout genre et documents en ligne, on va essayer de comprendre les détails, les particularités de l'affaire, trier les infos, voir plusieurs points de vue, mais surtout vérifier au maximum les données et essayer d'aborder l'affaire de manière thématique, comme si on en faisait plusieurs lectures successives. Et vous verrez qu'on peut aboutir à des conclusions vraiment différentes selon l'angle qu'on aborde. Pour commencer, cette vidéo va servir à présenter l'affaire dans sa globalité tout en se focalisant sur les victimes et la chronologie. Ce qui veut dire qu'il y aura ici certains détails que je vais survoler, mais je les garde pour plus tard. L'objectif est d'essayer d'aller plus loin que la trame habituelle, le récit théâtralisé des événements pas à pas et orienté vers une théorie pour tout expliquer. Comme dans ces émissions télé là, qui présentent des affaires criminelles, tiens, ça me donne une idée ça. Plus de 90 morts et 100 personnes attaquées ou blessées. Ce terrible bilan n'est qu'une des estimations attribuées à la bête du Gévaudan. Au milieu du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV, les habitants de cette province française connaissent une vague de terreur. Un animal féroce se met à attaquer les villageois, de préférence des jeunes filles, parfois même jusqu'à la porte de leur maison. Et ce cauchemar durera presque 3 ans. Cette affaire commence en 1764, précisément le 30 juin. Nous sommes au sud du royaume de France, pas encore en Gévaudan, mais en Vivarais, une des provinces limitrophes. Le corps de Jeanne Boulet, 14 ans, est retrouvé dans un pré. La jeune fille est enterrée le lendemain. Sur l'acte de décès, le curé note « tué par la bête féroce ». La bête féroce, pas un ours, pas un loup, pas même une bête, mais bien la bête. Était-elle déjà connue à ce moment-là? Jeanne Boulet n'est peut-être donc pas la première victime. 2 secondes. Voilà le genre de choses qu'on entend souvent. Eh bien, on va déjà commencer par vérifier ça. Alors, on voit que cet acte n'a pas été rédigé au moment de l'enterrement, mais presque 2 mois plus tard, quand la bête avait déjà une grande notoriété. Et oui, le texte a été inséré entre 2 actes déjà existants, et le deuxième est daté du 18 septembre. C'est donc un acte a posteriori, et ça change tout. Mais quand même, il se pourrait que ce ne soit pas la première victime. Plusieurs livres parlent d'une gardienne de vaches attaquée un peu plus tôt aux environs de Langogne et défendue par son troupeau. Là par contre, aucune trace précise de cette attaque. En revanche, plusieurs témoignages évoquent une bête ayant déjà attaqué 1 ou 2 personnes quelque temps avant. Notamment dans une lettre rédigée en septembre par un responsable du Vivarais. Depuis plus de 6 mois, une bête féroce qui rôde dans nos montagnes du Vivarais, voisine de celle du Gévaudan, a fait éprouver aux habitants de ce canton l'effet de sa voracité. Ce qui remonterait donc à février ou mars, mais il manque encore la preuve absolue sur ce point, c'est pourquoi la date du 30 juin 1764 sera pour nous le commencement de l'affaire. Jeanne Boulet est donc la première victime officielle de la bête. Première d'une longue série. Il faudra pourtant plus d'1 mois pour retrouver la trace d'une deuxième victime. Le 8 août, une jeune fille de 15 ans est retrouvée égorgée, portant des traces de crocs. Cette fois, c'est bien en Gévaudan. Fin août puis le 1er septembre, une 3e et une 4e victime de 15 ans également, mais cette fois, 2 garçons. Le 6 septembre, c'est une femme adulte qu'on retrouve, et le 16, un garçon de 12 ans, étranglé par la bête féroce. Pour l'instant, aucune description de l'agresseur. On parlera plus tard d'une hyène, d'une panthère, ou d'un animal ressemblant à un loup, en plus gros. Après une nouvelle victime de 12 ans le 29 septembre,
des battues sont menées dans la zone où rôde la bête, sans résultat. Si ce n'est qu'elle va changer de secteur. Le 7 octobre, à près de 40 km de là, une nouvelle victime s'ajoute à une liste qui ne semble devoir que toujours plus s'allonger. Justement, ça va s'allonger énormément, alors on va s'éviter 1 heure de récitation mortuaire et essayer de se faire une liste fiable des victimes. Selon les auteurs, on trouve un nombre de victimes différents. Si on prend par exemple le travail de l'abbé Pourchet qui date de 1889, le premier à avoir réuni des documents officiels et des témoignages locaux sur cette affaire. Sa liste complète recense 108 victimes sur presque 300 attaques. Mais il a comptabilisé toutes ses sources sans exception, sans recoupement, et sans doute quelques données sont fausses ou font doublon. Du côté de l'excellent site Dans l'ombre de la bête, on recense 90 décès plus 113 attaques. Alors pourquoi est-il si difficile d'avoir une liste fiable des victimes ? Les infos sur les victimes proviennent de plusieurs sources. On a les rapports officiels établis à l'époque, notamment par Étienne Lafont, le syndic du Gévaudan, qui est LE personnage chargé de documenter cette affaire officiellement. Alors pour l'instant, je ne vais pas m'étendre sur lui, ni sur les autres protagonistes de cette affaire. Déjà parce qu'ils sont tous morts, et que je n'ai aucune intention de m'étendre sur des gens morts, bordel, mais vous êtes tordus quand même. Non, surtout, je ne vais pas en parler maintenant parce qu'il y aura une partie entière consacrée à tout le beau monde qui gravite autour de l'affaire. Comme source, on a aussi des correspondances d'autres personnages proches des lieux ou impliqués d'une manière ou d'une autre. Il y a également les sources orales et les traditions, tout ceci a été repris dans les nombreux ouvrages consacrés à l'affaire, mais on a surtout les actes paroissiaux, les registres des sépultures, faits par les curés, qui sont des éléments officiels et infaillibles de vérification. Aujourd'hui c'est assez simple, la plupart des départements français ont numérisé les vieux actes d'état civil, et c'est le cas pour les 5 départements concernés par cette affaire. Malheureusement, plusieurs victimes n'y ont pas laissé de traces, soit parce que les registres ont disparu, soit parce qu'il n'y avait pas assez de restes à enterrer, si tu vois ce que je veux dire, soit parce qu'il n'y a pas d'infos. Il est possible que les familles n'aient pas souhaité qu'une telle mention apparaisse au registre, et vu qu'il reste encore quelques protestants dans la région, comme en témoignent plusieurs sources et commentaires, on ne trouvera rien les concernant dans ces registres. Sauf qu'il y a quand même 2 problèmes si on prend uniquement ces sources. Ces actes ne concernent que les morts, on aura donc très peu d'infos fiables concernant les blessés, et d'autre part, les précisions varient selon les auteurs. Certains curés écrivent tous les détails, de vraies pipelettes, et d'autres se contentent du minimum. Normalement, la loi les obligeait à noter les détails de toute mort jugée inhabituelle. Mais bon, souvent même l'âge de la victime n'est pas correct quand on recoupe avec l'acte de baptême. De plus, à l'époque de l'affaire, il leur est obligatoire de tenir une copie des registres, qui n'est parfois qu'une version résumée ou simplifiée de l'original. Alors si le seul registre qui a survécu jusqu'à nous est la copie, il se peut que les détails manquent. Bon, et nous on fait quoi ? On va prendre au plus sûr. En plus des registres, on garde uniquement les victimes qui sont reprises dans les listes officielles, les rapports faits au plus près de l'action. En particulier, je n'ai pas gardé les infos qui viennent seulement de la presse. On va donc noter la date de l'attaque, le nom de la victime quand on a l'info, mais aussi son sexe et son âge, voir si on peut en déduire quelque chose, le lieu bien sûr, et donc ça donne quand même une bonne liste malgré tout ce que je n'ai pas gardé. Ouais, en faisant ça, on se passe de nombreux cas. C'est assez arbitraire, mais j'ai préféré ça à une liste plus longue mais qui part dans tous les sens. Donc j'ai dû faire des choix. Tenez par exemple. Les sources disent que la bête s'est rendue jusqu'en Rouergue, la province juste au sud. Selon les auteurs, on y trouve soit une victime, soit 2, le plus souvent, et d'autres n'en parlent même pas. Les sources les plus précises parlent d'une victime au Villaret, commune de Prades en Rouergue, fin décembre 1764, et une autre à Saint-Côme-d'Olt, début janvier 1765. Dans les 2 cas, il s'agirait d'une jeune fille vers les 18 ans. Bon, on part là-dessus. Prades en Rouergue n'existe pas, alors il s'agit sans doute de Prades d'Aubrac, où il existe un lieu dit le Villaret. Malheureusement, aucune trace dans le registre de la commune. Pour Saint-Côme, le registre est apparemment manquant pour cette année-là. Bref, ça partait très mal. Sauf qu'une partie du problème a été réglée par un passionné qui, il y a quelque temps déjà, a retrouvé le registre du Villaret, archivé par erreur dans une autre commune. Et dans ce registre, on y trouve une jeune fille, morte le 23 décembre 1764, dévorée par une bête dont on ne sait pas le nom. Après vérification dans le registre des baptêmes, elle venait d'avoir 15 ans. Donc, en l'absence d'autres informations, et vu que Saint-Côme-d'Olt était la ville principale dans les environs de Prades d'Aubrac, tout comme Saint-Geniès qui est évoqué dans d'autres sources, je pars du principe qu'il n'y a en fait qu'une seule attaque, que la rumeur a dédoublé.
Alors j'ai mis dans ma liste une seule victime au Vialaré de Prades d'Aubrac. Mais c'est pas fini, on a un autre doute dans ce secteur. Dans le registre de Saint-Chély d'Aubrac, il y a un acte qui précise seulement « Jean Allemand, 24 ans, du village de Lamic, a été enseveli sous les racines d'un arbre dans la forêt d'Aubrac le 22 décembre 1764. » Voilà un cas typique de cette affaire. Qu'est-ce qu'on fait de cette info? Comment juger si c'est une victime de la bête? Lamic se trouve juste à moins de 5 km à vol d'oiseau du Vialaré, la forêt d'Aubrac s'étendait déjà jusqu'ici, l'acte est super atypique, et daté de la veille de la mort de la victime du Vialaré. Mais comment être sûr? Est-ce que ce ne serait pas là la deuxième victime, celle déclarée à 5 hommes? Ou même une troisième? Ou alors pas du tout, juste un gars qu'on a foutu sous un arbre comme ça, pile poil la veille de la mort de l'autre. Rien sur cet acte n'indique la cause de la mort, bordel! Oui, je m'énerve, mais c'est toujours comme ça dans cette affaire. Bon, en tout cas, je l'ai pas compté. Autre cas de figure, plusieurs documents, dont un rapport de l'homme chargé de mener les battues contre la bête à ce moment-là, indiquent une victime en 1765, le 23 janvier ou le 28 selon les sources, un garçon de 3-4 ans, enlevé dans la cour d'une ferme, peut-être près de Venteuge, au lieu dit la Bastide. Là aussi, les registres de Venteuge pour les quelques années qui comprennent celles de la bête du Gévaudan ont disparu. Bizarre. C'est souvent le cas et c'est assez curieux. On avait donc rien. Sauf qu'en cherchant autre chose, je suis tombé sur un acte assez intriguant, et pour le coup, je ne crois pas que ça ait déjà été signalé. On est sur la commune de Pébrac, et il est inscrit au registre, le 26 janvier 1765, par la réquisition de la justice de Montpierroux a été inhumé, blablabla, le corps de Joseph Pénidon du Chastelet, qui a été trouvé mort sur la terre de Montpierroux, le tout en présence de plusieurs habitants. Donc, cet acte fait suite à une réquisition de justice, comme il y a lieu de faire à l'époque quand on trouve un mort suspect, et comme ça a déjà été le cas plusieurs fois dans cette affaire. Il est précisé trouvé mort à Montpierroux, c'est une juridiction regroupant plusieurs communes, et un ancien château sur la commune de Chazelles à 2 pas de là. Or la Bastide de Venteuge dont on parlait au départ se trouve ici. Alors, indice ou pas? Pour ça il nous faudrait l'âge de la victime. Mais après m'être détruit les yeux sur les registres de Pébrac, aucune trace. Rien non plus dans les recherches déjà effectuées par les généalogistes du département. On trouve plusieurs familles qui portent ce nom dans les environs, mais jusqu'ici aucun Joseph Pénidon. Quand même, la date colle plutôt bien si on part sur une attaque au 23 janvier, puis entre la découverte du corps et le délai des procédures de justice, un enterrement dans son village d'origine le 26, ça paraît acceptable. Et le fait qu'il n'y ait aucune trace d'un Joseph Pénidon rend plus probable le fait qu'il s'agisse d'un jeune enfant plutôt qu'un adulte, mais ça n'engage que moi. Alors je compte ici une victime de plus, un jeune enfant comme indiqué sur le rapport. Et avec un peu d'aide pour confirmer cette piste, on aurait découvert là une nouvelle victime officielle. Enfin, dernier cas de figure, plusieurs sources donnent une victime le 15 mars 1765 aux Fresses, sur la commune de Chanaleille, un garçon de 14 ans originaire du Pouget, commune de Thoras. Les traditions suggèrent que la victime s'appelait Panon ou Pascoron, mais les registres des morts de Chanaleille pour les années d'avant 1770 sont introuvables, eux aussi. Partant avec rien, on trouve quand même au registre de Thoras un garçon né en 1751 qui a donc 14 ans en 65, qui s'appelle Joseph Pascou, qui est du Pouget et dont la marraine est du Fresse, le lieu de l'attaque. C'est loin d'être une preuve, mais bon... Allez, je le compte. D'après moi, quand les sources officielles confirment la tradition, ça passe. C'est ma liste, je fais ce que je veux, hein. Bon, tout ça pour dire que cette liste n'est pas parfaite car c'est impossible. Dans tous les cas où il reste une incertitude, que ce soit dans la date, ou parce qu'il n'y a rien au registre des sépultures, ou autre, j'ai mis la ligne en rouge. Il y a encore beaucoup de cas non confirmés dans cette affaire et il se peut que d'autres pistes soient passées inaperçues. Et ce genre de détail est à la portée de tous. À ce propos, le travail accompli par les passionnés dans cette affaire a été juste colossal et il y a toute une communauté très active qui cherche sans cesse à apporter des éléments nouveaux et qui y parvient régulièrement. Leur travail fait partie de mes sources principales et il est indispensable pour ne rien rater de l'affaire. Il m'a souvent permis de trancher, alors bravo à eux. Bon, et tout ça, ça nous fait combien de victimes ? Plus de 90 morts et 100 personnes attaquées ou blessées. Quant à nous, pour la suite, on va s'arrêter sur ces chiffres. 77 morts et 98 survivants. Gardez en tête que si certaines victimes ou attaques ne sont pas reprises, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas eu lieu, juste que l'info m'a semblé trop incertaine pour la comptabiliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a relativement peu de blessés. Bon, j'ai mis une liste séparée des morts et des survivants, et une qui regroupe tout le monde,
où on arrive quand même à un total de 175 personnes attaquées en tout, minimum. Ici se calcule automatiquement l'écart, en jours, séparant 2 attaques. Ici on peut indiquer le nombre de victimes, quand plusieurs personnes ont été blessées lors de la même attaque, ou quand une personne a été attaquée plusieurs fois à différents moments. Ici on répertorie les victimes selon leur sexe, et là selon qu'elles aient plus ou moins de 18 ans. J'ai aussi relevé toutes les descriptions des blessures, ou de l'état dans lequel on a retrouvé les corps. Et il y a un tableau plein de détails macabres, ça nous servira bien à un moment. Alors, quels enseignements est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Eh bien déjà qu'il va falloir briser un mythe tenace. Un animal féroce se met à attaquer les villageois, de préférence des jeunes filles. C'est vrai, mais dit comme ça, c'est à la limite du mensonge. D'après mes comptes, quand on regarde uniquement la liste des morts, on est à 66% de victimes de sexe féminin, mais sur la liste des survivants d'attaque, on tombe à moins de 35%. Verdict, en regroupant les deux, on arrive à 46% d'hommes pour 49% de femmes. La différence, c'est quand le sexe de la victime n'est pas indiqué. Mais même si tous ces cas-là étaient des filles, on reste très loin d'une préférence flagrante. Si on prend les statistiques du site Dans l'ombre de la bête, on arrive même à une quasi-égalité avec 94 victimes féminines pour 93 masculines. Voilà une idée reçue qui doit dégager. La bête du Gévaudan n'attaquait pas que des filles, loin de là. Par contre, s'il faut trouver une préférence marquée, on la trouve vite, en regardant l'âge des victimes. Selon mes comptes, on trouve seulement 33% de victimes de plus de 18 ans, juste un tiers. Et dans quasiment tous les cas où il s'agit d'une attaque sur un homme adulte, soit il n'y a pas de témoin, soit c'est une info de la presse, soit c'est une victime collatérale. C'est pourquoi ces attaques sont presque absentes de ma liste, mais quelles que soient les sources, le nombre d'hommes adultes attaqués est de loin le plus faible de tous. Les données nous disent que les victimes principales de la bête étaient jeunes. En ne prenant que les morts, on arrive même à quasiment 3/4 de victimes de moins de 17 ans. En tout cas, des hommes adultes n'ont été attaqués qu'en dernier lieu. Mais plus encore, il y a une préférence énorme, évidente. Plus de 99% des cas. Les victimes sont tous des paysans. Ou des gens issus du milieu agricole en tout cas. Beaucoup des gardiens de bétail d'ailleurs, mais uniquement des gens de basse extraction. À la seule exception de la victime du 29 avril 67, Rose de la Taillère, la nièce d'un gentilhomme. On a donc un profil type. Un paysan, ou issu du milieu agricole, homme ou femme, mais plutôt jeune. Sinon, puisque certaines de ces attaques sont très particulières, on va quand même s'y attarder un peu. Alors, j'aurais pu vous parler de la victime numéro 12, une femme âgée d'une 60aine d'années dont le corps est retrouvé en partie dévoré, mais sans la tête. D'abord ramenée dans sa maison, on l'a fait remettre sur le lieu de l'attaque pour que la bête puisse y revenir et tomber dans le piège des chasseurs. Peine perdue, 2 jours plus tard, on trouvera son crâne rongé et cassé en 2. Ou alors de la victime numéro 53, une petite fille ayant notamment eu une cuisse enlevée, je cite, comme si le chirurgien le plus adroit en eût fait l'amputation. Ou encore du cas où devant plusieurs témoins, l'animal se jette sur 2 jeunes garçons, l'un d'eux devient la 65e victime de notre liste, puis forcé à lâcher prise, il finit par prendre un agneau qu'il partage avec un autre animal plus petit qui l'a rejoint. Mais bon, là on va parler des cas qui sont les plus emblématiques de l'affaire. 12 janvier 1765. Un petit groupe d'enfants se trouve auprès de la Coustacère, au Villeray d'Apchier, quand soudain, la bête apparaît. Elle tourne autour d'eux puis s'empare de l'un des plus petits, mais les autres, menés par le jeune Portefaix, 11 ans, le défendent vaillamment, seulement armés de lames de fer montées sur des bâtons. La bête lâche sa victime, dont elle mange un morceau de joue. Puis elle revient et saisit le plus petit au bras, et l'emporte. Mais Portefaix entraîne les autres à sa poursuite. Ralenti par un bourbier, la bête est rattrapée. Sans jamais parvenir à l'atteindre sérieusement, ils finissent tout de même par lui faire lâcher prise. L'exploit des enfants sera raconté par le curé, puis repris par la presse, parvenant jusqu'au roi lui-même, et ils seront gratifiés d'une prime pour leur courage exceptionnel. Portefaix sera porté en triomphe, et il aura même la chance de se voir offrir des études militaires, le faisant sortir de sa condition de paysan. Des témoignages aussi précis, il y en a quelques autres qui ont été notés dans des rapports officiels ou des procès-verbaux. Absolument aucun ne parle d'autre chose que d'un animal. Non, parce qu'il est parfois dit que plus tard, Portefaix aurait écrit au roi pour lui dire qu'en fait un homme se cachait derrière la bête. Sauf que le contenu de ce texte a été imaginé par un des nombreux écrivains qui ont été inspirés par cette affaire. Portefaix a bien rédigé un mémoire sur cette attaque, sur la demande du roi, en 1768, mais aucune trace de ce document n'a été retrouvée. Alors certains ont laissé libre cours à leur imagination. Sauf que même des pros se sont fait avoir, et c'est aussi le cas pour d'autres détails de cette affaire. Et on trouve parfois ce genre d'erreur dans certaines vidéos ou émissions télé,
Bon, quoi d'autre? 14 mars 65, Jeanne Jouve déjeune dehors avec ses enfants. Une de ses filles âgée de 10 ans tient le plus petit encore bébé. C'est elle que l'animal attaque. Il tente de l'enlever, mais la mère se jette sur lui, se bat et il doit lâcher prise. Il parvient alors à s'emparer d'un de ses fils âgé de 6 ans. Le fauve l'emporte. Mais la mère ne renonce pas, elle le poursuit. Au terme d'une nouvelle lutte, avec l'arrivée de son fils aîné, elle parvient à arracher l'enfant des crocs du monstre. Grièvement blessé au visage, le petit Jean-Pierre Jouve mourra de ses blessures 5 jours plus tard. Jeanne, malgré, dit-on, sa faible constitution, s'est battue avec toute la force du désespoir pour sauver ses enfants. Pour la presse, elle est devenue le symbole du courage maternel. Des victimes qui meurent de leurs blessures, comme le pauvre Jean-Pierre Jouve, il y en a eu d'autres. Parfois quelques minutes, parfois plusieurs jours après, mais d'autres ont survécu et ont gardé des cicatrices à vie. Là encore, il parle d'une bête ou d'un monstre. En regardant tous les termes employés pour la description des victimes, on remarque que les mots dévorer ou manger reviennent majoritairement, ce qui se rapporte bien à l'action d'un animal. Mais si les autres termes peuvent aller dans le même sens, il reste plus surprenant que parfois la victime ait été déplacée ou carrément déshabillée. En dessous se trouve le détail des blessures et leur répartition. Là encore, il est clair que c'est le haut du corps qui était la cible principale. Un tiers des atteintes se sont faites au cou, et si on y ajoute celle à la tête et en haut du corps, on arrive à presque 70% d'atteintes directes aux parties vitales. Mais autre surprise, 16 fois dans ma liste, la victime a eu la tête séparée du corps, et parfois des bras ou des jambes. En plus, si on en croit certaines sources moins officielles, certains éléments peuvent faire penser à des mises en scène du corps. Ici, la victime semblait endormie, là, ses habits semblent avoir été replacés sur le corps, et ça accentue le fait que dans la paysannerie, on croit fermement en l'origine surnaturelle de la bête. La sorcellerie est évoquée. Même pour nous, observateurs du XXIe siècle, les mutilations apparaissent comme franchement suspectes, ou en tout cas pas vraiment naturelles. On y reviendra. Allez, dernier cas célèbre. Marie-Jeanne Vallée est la servante du curé. Elle n'a pas encore 20 ans. 11 août 65, elle quitte Paullac avec sa sœur pour se rendre à la ferme des Broussous. Le chemin passe par 2 petits ponts qui permettent de franchir la rivière à l'endroit où elle forme une petite île. C'est là qu'apparaît le monstre. Marie-Jeanne recule de quelques pas, mais la bête s'élance sur elle. La courageuse jeune femme lui porte alors de toutes ses forces un coup de sa baïonnette dans l'épaule. La bête pousse un cri, et selon sa description, se porte le pied de devant à la blessure, puis se jette dans la rivière et se roule plusieurs fois. Interrogée sur l'apparence de l'animal, elle et sa sœur le décrivent comme ayant la taille d'un gros chien de troupeau, une tête très grosse et très plate, la gueule noire et de belles dents, le collier blanc, le col gris. Elle est beaucoup plus grosse par devant que par derrière et a le dos noir. Dans ce cas précis, il y a 2 faits assez contradictoires. Le fait que la bête porte son pied de devant à sa blessure ne semble pas très animal comme réaction. Mais juste après, elle donne clairement la description d'un animal avec la taille d'un chien de troupeau et d'autres termes qui sont sans équivoque. Pour ce qui est de l'apparence de la bête, on a beaucoup d'infos entre les autres descriptions aussi précises que celle-là, et surtout les rapports d'autopsie détaillés. Et bien pourtant, on ne sait toujours pas avec certitude de quelle espèce il s'agissait. On fera une enquête spécialement là-dessus. Quoi qu'il en soit, avec des centaines de victimes et un animal en apparence surnaturel et insaisissable, la peur des habitants n'était pas exagérée. Pour autant, ni eux, ni les notables et les autorités ne sont restés à subir pendant 3 ans sans bouger. Déjà, il y a les primes. Dès le 15 septembre 64, le syndic du Gévaudan, M. Lafont, annonce une prime de 200 livres pour qui tuerait la bête. Son homologue du Vivarais avait fait de même. Le 15 décembre, l'Assemblée des États du Languedoc, c'est-à-dire une sorte de parlement régional, promet 2000 livres. Puis c'est le roi lui-même qui en promet 1200 le 18 janvier, et carrément 6000 9 jours plus tard. À partir de là, c'est donc 8400 livres cumulés à réclamer pour celui ou ceux qui tueraient la bête. Ce qui à l'époque représente un joli paquet de pognon. Autant dire que ça va avoir quelques conséquences. Des chasseurs venant de diverses régions des alentours viendront tenter leur chance. Chaque apparition de la bête entraînera sa poursuite par les paysans du coin, ce dont les chasseurs officiels se plaignent fortement. Des jalousies éclateront aussi entre chasseurs et notables. Bref, ces primes n'auront pas vraiment l'effet escompté. Ah, pour être complet, il faut dire que le syndic du Gévaudan fera ajouter des primes supplémentaires pour chaque loup tué, au cas où la bête serait, je cite, un loup devenu anthropophage. D'ailleurs, de très nombreux loups ont été massacrés tout au long de l'affaire par un peu tout le monde, mais apparemment ça n'a eu aucun effet.
Mais plus que les primes, les autorités ont assez rapidement pris le problème à bras le corps en missionnant des chasseurs. Allez, pour faire simple, il y a 3 grandes périodes. Les périodes Duhamel, Denneval et Antoine, du nom des personnages qui auront le commandement, ou du moins la responsabilité de la chasse à la bête. Ces périodes se suivent et se superposent en partie. Et si la période d'Antoine se termine bien avant la fin de l'affaire, c'est pas une erreur. Mais vous connaissez déjà le... Non ? Bon, ok, alors on va détailler. Fin septembre 64, le commandement militaire du Languedoc ordonne le détachement d'un régiment de dragons pour se rendre en Gévaudan et tuer la bête. Wow. Pas exactement. Le régiment des volontaires de Clermont-Prince. Ça aussi, c'est le genre de correction qui a été faite par des passionnés de l'affaire. Ce sont des troupes légères de cavalerie et d'infanterie. Une 50aine d'hommes, commandés par l'aide-major Duhamel qui s'est porté volontaire. On est loin des prétendus 400 dragons du roi. Des ordres sont passés pour confirmer que lui et ses hommes doivent recevoir toute l'aide qu'ils solliciteraient. Quelques-uns participeront aux premières battues faites sur le secteur de Langogne, mais la troupe au complet ne sera en action qu'à partir du 5 novembre. Pendant ce temps, le syndic du Gévaudan avait envoyé de son côté une équipe de quelques chasseurs. Début octobre, lors d'une chasse, ce sont eux qui blessent l'animal à plusieurs reprises, mais il se relève à chaque fois et parvient à leur échapper. C'est le début du jeu du chat et de la souris, et l'arrivée de Duhamel aux commandes n'y change pas grand-chose. Ça va durer un moment. Un coup, il ne voit rien, un coup, il voit la bête, mais il la rate, il passe des nuits entières à veiller des cadavres, bon, c'est pas le Club Med, quoi. Duhamel se charge personnellement de louper une occasion en or le 22 décembre. Ce jour-là, Monsieur Duhamel avait reçu une lettre du curé de Faux-de-Père, l'avertissant qu'une fille de 12 ans vient d'être tuée. Conformément aux ordres, il a fait laisser le corps sur place. Des hommes s'y rendent passer la nuit, au cas où la bête y reviendrait. Le lendemain, une battue est menée dans les forêts de la Baume, où l'animal est débusqué. Duhamel, posté derrière un arbre, entend soudain plusieurs de ses hommes crier à la bête. Il pense qu'ils sont en train de la poursuivre. Alors, il quitte son poste et essaie de leur prêter main forte. Quelques secondes plus tard, entendant du bruit, il se retourne. La bête est en train de passer à l'endroit exact où il se tenait juste avant. Comme il l'écrira lui-même, il en est inconsolable. Ces stratégies ne marchent pas et d'une manière générale, les grandes battues n'aboutiront pas. Déjà, les organiser est compliqué, mais les coordonner c'est presque impossible, surtout si on ajoute un peu de mauvaise volonté, comme quand le 7 février la bête chassée se dirige juste à l'endroit où les hommes de tout un village ne sont pas à leur place. Bon, il y a aussi des tensions avec quelques notables, et on sait qu'un gentilhomme a reproché la rigueur du comportement militaire avec la famille d'une victime, chose qui parfois a été très exagérée. En effet, les soldats se sont fait nourrir sans pouvoir payer, et conformément aux ordres, le père est emprisonné par Duhamel pour ne pas l'avoir rapidement informé de l'attaque. Mais il le libère au bout d'une seule nuit, et explique l'avoir ensuite largement dédommagé pour la nourriture. Tout de même, il reproduira plusieurs fois l'incarcération pour une nuit, pour l'exemple. C'est pas un diplomate, et ça ne doit pas jouer en sa faveur. Mais l'absence de résultat, ça va donner au roi comme une envie d'essayer autre chose. D'autant qu'on lui a recommandé quelqu'un. Le sieur Denneval, célèbre chasseur de loups de Normandie, on dit qu'il en a tué 1200. Tout frais payé, et accompagné de son fils, il arrive en Auvergne à la fin du mois de février 1765. Mais il tarde un peu à pousser jusqu'en Gévaudan. Enfin bon, il est plutôt bien accueilli par les différents notables du coin et le sieur Duhamel. Et les Normands réussiront assez rapidement à obtenir l'exclusivité du commandement des chasses, et en même temps à être pris en grippe par presque tout le monde. Leurs méthodes, leurs manières ne plaisent pas, d'autant que eux non plus n'ont pas de résultat, sauf à obtenir le renvoi de la région de la troupe militaire de Duhamel. Même des nobles du coin qui leur ont fait bon accueil finissent par les avoir en horreur, c'est le cas notamment des marquis et comtes de Morangiès, père et fils. Je parlerai de ces gens en temps voulu. Tout de même, durant le passage des Denneval, quelques événements donneront de l'espoir aux habitants. Seul détail, ils n'y sont pas vraiment impliqués. Le 23 avril, des paysans tuent un loup. Bon, ils sont sûrs que c'est la bête, tu m'étonnes vu la prime, mais dans le doute on l'envoie à l'autopsie, il s'agit d'une louve, pas très grande, un peu plus blanche au niveau du col. Moyennement convaincant. Mais ensuite, le 1er mai, Monsieur Marlet de la Chaumette, notable de Saint-Alban, voit dans un champ un animal en train de fixer un garçon qui garde des vaches. C'est la bête. Il prévient ses frères et tous trois sortent armés. Chacun prend position. L'animal s'enfuit, mais des paysans, qui arrivent au même moment, le repoussent vers les tireurs. L'un des frères tire. L'animal tombe et se roule plusieurs fois. Puis il se relève, et Monsieur de la Chaumette tire à son tour, le projetant contre un rocher. Puis il se relève brusquement et s'enfuit,
Passant derrière un arbre, les chasseurs ne peuvent la tirer à nouveau. Des témoins voient la bête blessée s'enfuir avec peine. Ils suivront de grandes traces de sang jusqu'à la tombée de la nuit. Rapidement prévenus, les Denneval sont sur place le lendemain matin. Ils constatent les traces, mais la neige et la grêle rendent les recherches impossibles. Ils suivront la piste toute la journée, en vain. Pire encore, ils apprennent au soir qu'un garçon a été blessé à Ponge et qu'une femme a été dévorée à Pépinet. Tiens, on a là quelque chose de décisif. Depuis octobre 64, les attaques s'étalent sur une zone considérable, avec parfois des écarts importants en distance. Mais le 2 mai 1765, la bête aurait attaqué un garçon à moins de 5 km de là où elle a été tirée la veille, attaque confirmée par plusieurs sources, et le même jour, elle dévore une femme à plus de 25 km de là. Et le tout dans le même créneau horaire. Pour un animal blessé, étrange, impossible. La version d'une seule bête commence à avoir du plomb dans l'aile. Enfin, façon de parler. Allez, on garde ça en tête, finissons-en avec les chasseurs. Les morts s'accumulent, et le roi, qui a entendu des plaintes au sujet des Denneval, décide d'envoyer son porte-arquebuse et lieutenant des chasses, monsieur Antoine, pour régler l'affaire. Il quitte Paris le 8 juin, accompagné de son fils et de 14 gardes-chasse de différentes seigneuries. Très clairement, l'affaire a pris un tour politique. Il faut dire, les gazettes de tout le pays ne parlent que de ça. C'est vraiment le feuilleton que tout le monde s'arrache dans le royaume, mais aussi ailleurs. Dans le monde entier, on parle de l'animal mystérieux qui dame le pion au roi de France, incapable de défendre ses sujets. Voilà pourquoi il envoie un homme de confiance largement épaulé. À moins qu'il y ait une autre raison. On verra ça. Bref, Antoine et ses hommes arrivent, et les Denneval repartent pour le plus grand soulagement de beaucoup. Et avec Antoine... rien ne change vraiment non plus. Les semaines passent, les attaques se poursuivent, les chasses sont infructueuses. Comme ses prédécesseurs, Antoine se plaint de ne pas être systématiquement informé des attaques, malgré les ordres donnés. Mais c'est sans compter la peur, et peut-être l'appât du gain aussi. En tout cas, le 29 août, le garde-chasse Rinchard tire un gros loup qui regardait des enfants, l'animal s'enfuit blessé. Bon, le 2 septembre, 2 personnes sont à nouveau attaquées devant témoins. Mais monsieur Antoine apprend qu'un paysan en Auvergne a retrouvé le corps du loup. Ces hommes parviennent à le récupérer, ou plutôt les différentes parties éparpillées. Son apparence correspond en plusieurs points à la bête. Mais les attaques continuent, l'été se termine, et alors que la saison de la galère va bientôt commencer, il va se produire l'événement de l'affaire, le coup de théâtre. Monsieur Antoine apprend que des loups font beaucoup de ravages près d'une abbaye en Auvergne. Les bois de l'abbaye royale des Chazes, c'est pas très loin, mais clairement pas sur la zone des attaques. Il n'y a même aucune trace d'une victime humaine dans le coin. Plus tard, on parlera d'une dénommée Jeanne Valette attaquée le 17 à Pommiers. Quand je dis plus tard, c'est 100 ans plus tard, ce qui malgré tout n'explique pas l'emploi des termes « beaucoup de ravages ». Après, il se peut que des attaques aient eu lieu sur du bétail. Ces hommes confirment la présence d'un gros loup et sa famille. Toute l'équipe s'y rend alors. La chasse se fera le 20 septembre. Les différents documents mentionnent soit le 19, soit le 20, soit le 21. Mais grâce à plusieurs éléments concordants, on gardera le 20 septembre. Dans le bois de Pommiers, monsieur Antoine Posté voit arriver à lui un animal. Énorme. La bête. Il lui porte un coup de son fusil, chargé pour la circonstance de plusieurs fois la dose de poudre requise. Gravement touché, l'animal se relève et vient à lui. C'est alors le garde-chasse Rinchard qui lui porte assistance et qui tire à son tour. Après quelques pas, l'animal s'écroule, raide mort. Bref, le lendemain, il rédige un grand procès-verbal où il raconte son exploit et où une foule de pécores vient authentifier le bestiau. Le rapport du chirurgien indique toutes les caractéristiques d'un canidé, et malgré des éléments physiques tout à fait inhabituels, monsieur Antoine conclut qu'il s'agit d'un loup, ce que de toute façon il disait avant même d'être arrivé dans le Gévaudan. Et pendant que son fils part présenter au roi la bête empaillée, le père reste sur place pour flinguer le reste de la famille loup et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres victimes. Il repart le 3 novembre avec le sentiment du devoir accompli. Et c'est vrai qu'en novembre, le calme est revenu. Sauf qu'à partir de décembre, le cauchemar reprend. C'est la saison 2, quoi. Ça reprend tranquillement, l'année 1766 est jalonnée d'attaques sans jamais atteindre les chiffres des années précédentes. Jusqu'au printemps 67 où ça repart en mode hardcore. Oui mais Antoine reparti, les Denneval aussi, Duhamel depuis longtemps, tout comme les chasseurs étrangers dégoûtés du pays et coiffés sur le poteau par Antoine. Et de toute façon, Antoine ayant tué la bête, car c'est ce que le roi a dit, il ne reste plus que les gens du coin, seuls face à leur malheur.
Là aussi, il y a eu quelques exagérations, dire que le Gévaudan a été abandonné à son sort est faux. De l'aide finira même par être envoyée. Et arrivera trop tard. Mais bon, et si l'affaire de la bête féroce est officiellement enterrée, on parle désormais des bêtes qui ravagent tout le pays. Oui, car d'autres régions aussi ont eu des cas de bêtes anthropophages en 1765 et bien d'autres années, mais de ça on en reparlera beaucoup plus tard. À partir de la mort du loup d'Antoine, la lutte contre quoi que ce soit ne se résume plus qu'à des actions isolées, à l'exception d'une grosse campagne d'empoisonnement entre avril et mai 67, des animaux morts remplis de poison sont placés dans de nombreux endroits, suivant des recommandations ministérielles, preuve que le sort de la province n'était pas complètement oublié. En tout cas, ce n'est qu'en juin 1767, soit quasiment 3 ans après le commencement de l'affaire, qu'enfin ça se termine. Le 17 juin, une nouvelle victime s'ajoute à la liste, et le lendemain, la chasse est organisée à la hâte par le jeune marquis d'Apchier. La nuit venue, il part avec quelques hommes du village de la Bessère-Saint-Marie. Au début de ce jour du 19 juin 1767, la bête est levée. Vers 10h30, au lieu appelé la Sogne d'Auvers, est posté Jean Chastel, personnage hautement ambigu. Selon la tradition, il récite des prières à la Vierge quand la bête s'approche de lui. Il la voit, il la reconnaît, mais termine sa prière. La bête s'arrête. Chastel ferme alors son livre, range ses lunettes, épaule son arme, déclenche son tir. La bête pousse un hurlement et tombe, morte. Chastel se serait alors écrié « Bête, tu n'en mangeras plus ». Ça c'est la version d'époque de l'abbé Pourchet. On sent qu'il s'est retenu quand même, de nos jours ce serait autre chose. Avant de tirer, Chastel se lève et dit « Surprise, motherfucker !» Puis après avoir allumé sa clope, recoiffé sa mèche, il mit ses lunettes en disant « Et c'est qui le lion maintenant ?» Et voilà, après ça, terminé. La bête de Chastel sera empaillée, littéralement, et envoyée à Paris, mais le temps d'arriver, elle était en putréfaction, et on s'en est débarrassé rapidement. Oh, et la première bête empaillée, celle d'Antoine, a été détruite au début du XXe siècle. Donc aucune trace aujourd'hui. Bon, et nous on peut maintenant rajouter les chasses dans notre tableau, et toutes les actions en général menées contre la bête. Et à la vue de ce tableau, on peut se demander pourquoi ? Pourquoi autant de gens pendant si longtemps ont-ils été incapables de tuer un ou même plusieurs animaux ? Il faut bien comprendre ce qu'était le Gévaudan à l'époque. Voici le point fondamental de cette affaire. En fait, le vrai héros de l'histoire, c'est pas la bête, c'est le Gévaudan. À l'époque, c'était une province, elle-même intégrée dans une plus grande province, le Languedoc. Ces administrations de l'ancien régime disposaient d'une relative autonomie et d'une gouvernance particulière. On compte également une victime en Vivarais, mais aussi dans des provinces différentes, une au moins en Rouergue et plusieurs dans le sud de l'Auvergne. On est donc au carrefour de différentes régions, ce qui constitue déjà une première difficulté purement administrative. Mais il faut surtout parler de la géographie du coin. Voici ce qu'en disait le sieur Antoine. Le Gévaudan, ainsi que la partie de l'Auvergne qui l'avoisine, est un pays de montagnes, la plupart très élevées, séparées les unes des autres par des gorges ou des vallées profondes, dans lesquelles coulent de petites rivières ou ruisseaux. Les revers de ces montagnes sont très rudes et très escarpés, coupés par des ravins et occupés par des rochers, ou couverts de bois bien fourrés et remplis eux-mêmes de rochers, dans lesquels il y a des cavernes ou tanières profondes et inaccessibles, qui servent de retraite aux loups et autres bêtes féroces. Les sentiers sont pierreux, très étroits et ménagés au-dessus de précipices. Ce pays est encore très marécageux, fécond en bourbiers. Pour les éviter, les voyageurs sont obligés de faire bien des détours et de sonder les endroits de passage, ce qui les retarde tellement dans leur marche que pour un trajet, où l'on ne mettrait qu'une heure si on pouvait le faire à vol d'oiseau, l'on en emploie 3 ou 4. Il sort des bourbiers une infinité de petites sources. Elles forment dans les vallons des ruisseaux ou petites rivières. Dès que la pluie est un peu abondante, ils grossissent prodigieusement par les torrents qui coulent avec force du haut des montagnes le long des ravins. Le moindre ruisseau devient alors un fleuve. L'on rencontre aussi dans ces ruisseaux par intervalles des gouffres qui obligent à se détourner pour aller chercher le gué. Voilà. Pour ce qui est des bourbiers dont il parle, c'est loin d'être une simple anecdote, ils ont l'air d'avoir fait autant de victimes que la bête elle-même. Dans son livre écrit en 1901, l'abbé Fabre en faisait encore un récit frappant, je le mets en description. Pour les routes, il y en a peu, beaucoup de chemins en mauvais état, d'où les difficultés pour les informations d'arriver, et pour les chasseurs de se rendre rapidement sur place. D'où aussi la complexité d'organisation et de réussite des chasses. Mais surtout le Gévaudan, c'est la montagne.
C'est la partie sud du massif central, et donc une zone de moyenne montagne remplie de massifs secondaires comme les monts du Vivarais, les Cévennes, l'Aubrac, les monts du Cantal et bien sûr la Margeride qui sera le centre géographique de l'affaire. Alors c'est pas l'Himalaya non plus, mais on a une altitude moyenne autour de 1000 mètres sur tout le secteur, et bien sûr la météo va de pair. On parle d'un pays couvert de neige 6 mois de l'année, 9 mois les années froides. Et ces années-là ont été très froides. Il faut dire qu'on est en plein milieu du petit âge glaciaire. Ce terme désigne une période qui s'étend du XIIIe ou XIVe suivant les avis, jusqu'à la fin du XIXe. Il y a aussi débat sur les causes, mais on a identifié une baisse de l'activité solaire à ce même moment, on sait aussi qu'il y a eu des éruptions volcaniques de grande ampleur, et d'autres pistes encore, mais c'est pas le sujet. En tout cas, les températures moyennes ont connu une baisse conséquente, et vu que ce phénomène s'est principalement concentré autour de l'Atlantique Nord, le Gévaudan, et toute l'Europe en fait, ont connu des successions d'hivers très froids et d'étés humides, entraînant une forte mortalité parmi la population la plus pauvre. Vraiment, dans les correspondances, c'est impressionnant de voir à quel point la météo s'est fait un devoir de toujours tout foutre en l'air. Entre l'arrivée de Duhamel retardée à cause d'une tempête de neige, ou la poursuite de l'animal blessé par les frères de la Chaumette interrompue pour mauvais temps, on trouve plein d'autres exemples. En 1764, on sait que la neige débute en octobre, et qu'il y en a partout en mars 65, et que le froid persiste encore début mai. Entre-temps, au tout début de janvier ont eu lieu de graves inondations, en particulier l'Allier a débordé, on trouve des victimes dans les registres paroissiaux. Et en juillet de la même année, M. Antoine écrit « Depuis juin, il y pleut beaucoup et il fait brouillard très souvent ». Les autres années, c'est la même histoire, hein. Donc voilà, c'est une région où, par exemple, en novembre 64 à Recoul d'Aubrac, on trouve un enfant de 5 ans mort sur le chemin par le mauvais temps. Ou en février 67 à Saint-Bérin, on trouve un enfant mort dans une congère, puis on en trouve un second 4 jours après, mort dans les mêmes circonstances. Hein, c'est spécial quoi. Tiens, il y a aussi un fait étonnant induit par le petit âge glaciaire. Les études ont montré que la taille moyenne des hommes et femmes européens a connu une nette diminution au cours de cette période. C'est même une sorte de minimum historique inédit, ce qui nous amène à parler des habitants. Toujours d'après Antoine, ils sont globalement très pauvres. C'est le cas de presque toute la classe paysanne à l'époque, mais là c'est aggravé par les événements et le climat. Le lait est leur principal aliment. Il écrit encore « La misère est si grande ici que presque tous les habitants manquent de pain, de sorte qu'ils sont forcés de se rendre battus en tombant d'inanition, faute d'avoir mangé. » La principale ressource des paysans étant issue de l'élevage, principalement des moutons et des vaches, très vite ils vont être face à un dilemme. Ce sont les enfants qui sont chargés de la surveillance des troupeaux, dans les champs et des prés qui bordent les espaces boisés, et qui deviennent le lieu principal des attaques. Mais ils ne pouvaient pas du tout abandonner leur maigre récolte, ni laisser tomber le bétail, ni aucune autre activité. Voilà pourquoi, malgré le danger, les parents continueront d'envoyer leurs enfants conduire les bêtes au champ. Autre conséquence de cette grande pauvreté, les habitants n'aiment pas trop abandonner leur occupation tous les 4 matins pour aller courir les forêts et les campagnes. Les battues incessantes auxquelles ils sont obligés de participer posent problème. En plus, beaucoup n'ont pas d'armes à feu, ou, selon le comte de Morangiès, en ont de mauvaises et s'en servent maladroitement. Et le plus grand inconvénient est qu'ils ont peur quand ils voient cette bête. Car oui, ils lui prêtent une nature surnaturelle, on a déjà évoqué la sorcellerie, et le mythe du loup-garou est très ancré. Alors c'est pas tout à fait le loup-garou moderne qu'on connaît, version série télé pour ados. Une des croyances est qu'une personne ensorcelée changerait de peau sans forcément le vouloir, mais celui qui la tuerait aurait de fortes chances d'hériter de sa malédiction et de se transformer à son tour. C'est une terre de croyances et de traditions. La religion y occupe une place centrale, ce qui à l'époque n'est pas différent des autres provinces. Alors qu'en le dernier jour de l'an 1764, on lit le discours de l'évêque de Mende dans toutes les églises, presque toute la population s'entend dire que la peine infligée par les fléaux de Dieu suppose toujours la faute qui l'a attirée. Père et mère, qui avez la douleur de voir vos enfants égorgés par ce monstre que Dieu a armé contre leur vie, n'avez-vous pas lieu de craindre d'avoir mérité, par vos dérèglements, que Dieu les frappe d'un fléau si terrible ? Aucun doute que de telles paroles rassurantes et pleines de compassion n'ont pas enlevé l'aura de magie autour de la bête, ni donné l'envie de déclarer la cause de la mort d'un enfant. Il faut aussi comprendre que l'isolement profond de la région grandit la rudesse de ses habitants, et une forme de méfiance à l'égard des étrangers. Le taux de criminalité est important, et on peut trouver facilement quelques actes de décès suite à assassinat ou autres morts inhabituelles. Dans une autre partie, je détaillerai l'altercation qu'ont eu des hommes du coin, qui s'appelaient Chastel, avec des gardes d'Antoine, qui donc à la base étaient venus de loin pour filer un coup de main, quoi. Mais pour résumer l'implication et l'état d'esprit des habitants, on va encore citer Antoine.
Les battues que nous avions faites jusqu'à présent n'ont pu réussir parce que les batteurs y marchaient 15 à 15 comme à la procession en suivant tous les sentiers, en se couchant en plusieurs nombres ensemble sous les CP, d'où, après que les battues étaient passées, ils s'enfuyaient chez eux. Témoin qu'en dernier lieu, il en était arrivé au rendez-vous 117 batteurs, et 1 heure après, ne s'en est plus trouvé que 35. Oh, pour compléter le tableau, je dois dire aussi que les habitants parlaient occitan. C'est encore loin la France d'aujourd'hui avec un langage unique. D'ailleurs, pour en arriver là, il a fallu de grandes mesures, souvent répressives. Mais en vérité, cette cohabitation linguistique était habituelle et même ancestrale. C'était le cas dans la majorité des provinces françaises. Déjà depuis l'époque romaine et jusqu'au XIXe siècle, il existait dans les campagnes une dualité du langage, avec la langue du commun, le patois qu'on emploie au quotidien, et la langue administrative qui sert pour les occasions officielles, mais aussi si besoin de lingua franca entre habitants de régions différentes. Alors oui, les paysans parlent occitan et pas les étrangers, mais dans la majorité du temps les gens savent se comprendre, ils ont l'habitude, cette situation n'a rien d'exceptionnel, au contraire. Donc a priori, ça n'a pas particulièrement posé de problème, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. Pour preuve, il n'y a aucun témoignage à ma connaissance, aucune remarque d'aucune sorte sur des problèmes de communication. Enfin, ce qu'il faut réaliser, c'est que la démographie de l'époque était très différente d'aujourd'hui. Les campagnes étaient beaucoup plus peuplées, autant en densité qu'en proportion par rapport aux villes. Les surfaces cultivées sont grandes, et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, le pays ne comptait pas plus de surface forestière qu'actuellement. Bref, le Gévaudan était un pays rude avec de rudes habitants, des caractéristiques qui étaient à la fois l'atout principal de la bête et le cauchemar de ses chasseurs qui mettront presque 3 ans à mettre un terme au carnage. Pour résumer l'enfer que vivent les étrangers, on peut encore citer Monsieur Antoine. Depuis 50 ans que j'ai exercé des chasses de toute espèce, tant en France qu'en Allemagne, Piémont et les Pyrénées, je n'ai jamais vu de pays pareil à celui-ci et aussi difficile sur l'objet qui se présente. Ou un chasseur accompagnant les Déneval. Nous l'avons poursuivi au moins 3 lieues qui en valent 6 de notre pays du Maine. Le mauvais temps continue toujours, les neiges, la grêle, la foudre, les vents et les pieds mouillés et réduits à coucher sur la paille. Je vous prie, monsieur, si vous n'êtes pas parti pour le Gévaudan, d'oublier ce voyage, car c'est un pays abominable. Très mauvaise nourriture, nous ne prenons que des bouillons rafraîchissants faits de mauvais beurre. C'est le Nord. Oh bordel, je sens que je vais me prendre un procès de l'office de tourisme. Non, mais franchement, allez-y, c'est vraiment sympa comme coin. Vraiment. Mais pour le mois d'août, au cas où, prenez une couverture quand même. Hein. Et de notre côté, on va pouvoir ajouter à nos données les différentes cartes du Gévaudan et conclure pour cette partie. Bon, nous avons une liste détaillée, non exhaustive, mais qui nous a permis de dégager un profil type des victimes. On a aussi le planning des chasses, et on connaît les particularités du Gévaudan. Il n'y a plus qu'à réunir toutes ces données avec la chronologie, et voir ce qu'on peut en faire. Déjà, on a des données statistiques complémentaires, comme le délai moyen entre 2 attaques, 7 jours. Mais la superposition avec la chronologie montre bien leur inégale répartition, avec parfois des séries de plusieurs jours d'attaque ininterrompues, et des creux de plusieurs semaines. La plus longue période sans attaque apparente n'est pas après la mort de l'animal du sieur Antoine, comme on aurait pu penser, mais pendant l'hiver 67, où il y a quasiment 4 mois vides. Ces moments de calme relatif vont nous servir de repère. Si on les rapporte au calendrier des chasses, on voit qu'il semble y avoir un lien entre l'épisode du loup d'Antoine et la première pause des attaques, et la fin de l'affaire correspond parfaitement avec la mort de la bête de Chastel. En revanche, aucun lien apparent avec la deuxième période de calme, la plus longue. Bien, on a le temps, mais il nous manque encore l'espace. L'idéal serait d'ajouter à nos listes les lieux précis, mais pour ça il faudrait qu'il y ait un fou qui recherche les coordonnées GPS de chaque lieu indiqué dans les documents, les ajouter au tableau, les convertir pour pouvoir générer un graphique. Ça nous permettrait aussi de mesurer les distances séparant les attaques. Bon, les distances sont juste indicatives, hein, vu que ce sont des mesures à vol d'oiseau, ce qui n'est particulièrement pas adapté à un pays de montagne comme le Gévaudan. Mais bon, ça donne un ordre d'idée, quoi. On voit donc que la distance moyenne séparant 2 attaques est un peu moins de 12 km. On voit aussi les extrêmes en termes de distance, à rapporter avec le délai depuis l'attaque précédente. Il y a ici 39 km de distance en 2 jours, rien d'aberrant, d'autant qu'il y a un doute sur la date de cette attaque. Ici, 31 km en 1 jour, plus compliqué, mais il y a aussi un doute sur l'attaque de la veille. Reste l'attaque numéro 15, survenue à 30 km de celle de la veille, et les deux sont fiables. Et il faut ajouter bien sûr le grand écart du 2 mai 65 qu'on a déjà évoqué, avec 26 km 500 à vol d'oiseau supposément parcourus par la bête en moins d'1 heure. Mais on voit surtout que ces écarts ne sont pas du tout répartis dans le temps de manière identique. Au début de l'affaire, ils sont parfois très grands, avec des allers-retours dans des régions différentes, parfois dans un court délai.
À l'inverse, plus tard les distances se réduisent énormément. Et la date charnière est autour de début mai 65, tiens. Au 2 mai, il y avait eu 81 attaques dont 28 étaient éloignées de plus de 19 km de la précédente. Après cette date, les 94 autres attaques n'ont jamais dépassé les 19 km de distance. Jamais. On a clairement deux périodes opposées, qu'on peut appeler pour l'instant saison 1 et saison 2, et qu'on peut clairement rattacher à ce qui s'est passé le 1er mai 65. On l'a vu, les frères de la Chaumette avaient blessé un animal identifié comme la bête. Et la différence entre ces périodes apparaît aussi sur la quantité d'attaques. Avant le 2 mai, s'était produit 46% de leur nombre total, en seulement 10 mois. Autrement dit, presque la moitié de toutes les attaques se sont produites en 28% de la durée totale de l'affaire. Avec plus d'une attaque tous les 4 jours en moyenne, des proportions d'hommes-femmes attaqués quasiment identiques au global, tout comme l'âge moyen des victimes. En revanche, à partir du 2 mai, les attaques sont beaucoup plus espacées dans le temps, une tous les 8 jours en moyenne. La distance moyenne séparant deux attaques n'est que de 6,5 km environ, contre 18,5 km avant cette date. Avant le 2 mai, il y avait donc 2 fois plus d'attaques, mais séparées d'une distance 3 fois plus grande. Et on va voir qu'on peut encore découper nos saisons de manière similaire. Pour ça, on va placer nos 2 grands épisodes calmes et voir ce qui se passe. Ça nous fait des saisons 2, 3 et 4. La saison 2 s'arrête juste après l'épisode de la bête d'Antoine. Pendant 5 mois, la quantité d'attaques ne change quasiment pas, plus d'une tous les 4 jours en moyenne, idem pour les statistiques d'âge et de sexe des victimes. En revanche, la distance moyenne séparant 2 attaques est passée à 5,5 km seulement. La saison 3 change du tout au tout. 11 mois pendant lesquels on signale en moyenne seulement une attaque tous les 15 jours. La distance moyenne augmente à peine, jusqu'à presque 8,5 km. Étrangement, la proportion d'hommes attaqués devient alors plus forte que jamais, idem pour la quantité d'adultes attaqués, même si elle reste inférieure à celle des jeunes. Enfin, après une deuxième interruption, ça repart pour la saison 4. Le nombre d'attaques explose jusqu'à presque une tous les 3 jours en moyenne. Ce sont à nouveau les plus jeunes qui sont majoritairement touchés, mais le nombre d'hommes attaqués reste supérieur au global. La distance moyenne entre 2 attaques retombe à moins de 6,5 km. Et bien sûr, la série s'arrête avec la fin de l'affaire. Pour la saison 1, c'est moins flagrant, j'ai essayé de diviser en 3 parties relativement similaires, les 3 premiers mois, les 3 suivants et les 4 derniers. Là encore il y a des différences, la première période compte une attaque tous les 13 jours en moyenne, toutes dans le même secteur, avec une distance moyenne entre les attaques d'un peu plus de 8 km. Puis la zone s'élargit considérablement, et les attaques se multiplient, une tous les 4 jours, et plus de 23 km de distance moyenne. Et enfin, le paroxysme de l'affaire a lieu le premier tiers de l'année 1765, en moyenne une attaque tous les 2 jours, et presque 18 km entre elles. Et surtout 30% de toutes les attaques recensées en seulement 10% du temps total de l'affaire. A noter aussi que les proportions d'hommes-femmes et l'âge moyen des victimes sont différents du global dans ces 2 parties. On aurait donc des modes opératoires légèrement différents selon les périodes. Pourtant, à première vue, les blessures infligées aux victimes ne montrent aucune différence notable durant toute l'affaire, que ce soit en termes de temps ou de lieu. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à matérialiser nos coordonnées GPS. Et voilà une belle projection qu'on peut superposer à des cartes de la région. Comme on l'a vu, le Gévaudan étant une terre de montagne, alors on va prendre la carte du relief. Mais on peut aussi voir le réseau hydrographique. Toutes ces données proviennent du site Géoportail qui est juste excellent, il y a plus que ce qu'on peut imaginer. Je peux y mettre des photos aériennes, ou différentes photos satellites, ou une carte d'état-major, ou mieux encore, pour bien mettre l'accent sur le relief, il y a une carte des pentes ici en rouge. Grâce à ça, on voit que les attaques se sont toutes produites près d'une zone accidentée, et c'est même la zone la plus accidentée qui concentre le plus d'attaques, ce qui relativise un peu les rapports de distance dans ce secteur. Enfin, grâce à Géoportail, on peut superposer la carte qui nous intéresse le plus, la carte de Cassini, qui date du XVIIIe siècle, et qu'on peut ajouter à notre division administrative d'époque. Tout ceci nous permet de bien comprendre l'étendue géographique de l'affaire, et on voit surtout qu'il y a des secteurs distincts, on peut même les tracer. D'ailleurs, en s'aidant du relief, on va découper nos attaques en 7 zones géographiques différentes. Il y a le sud-est de la Margeride, et le sud-ouest, l'Aubrac qu'on peut diviser en sud et nord, le bassin de la Truyère, le nord de la Margeride, et enfin la planaise de Saint-Flour en Auvergne. La zone du nord du Gévaudan ressort comme la plus touchée de l'affaire. Pour vérifier, j'ai fait des statistiques région par région, et effectivement plus de la moitié des attaques s'y sont produites. Et voilà, on va pouvoir en même temps représenter l'espace et le temps. Chacune de ces 7 zones sera représentée par une ligne différente. Avec ça, on peut visualiser un peu mieux la progression géographique des attaques. Et voyons maintenant ce que ça donne quand on y ajoute nos 4 saisons. Waouh, c'est très marqué.
Tous les écarts de distance à partir du deuxième tiers de la saison 1 sautent aux yeux. La nette réduction de la zone à la saison 2, l'espacement des attaques de la saison 3, et le resserrement de la zone avec la multiplication des attaques de la saison 4. Et si on regarde mieux, le passage entre nos saisons 1 et 2 se fait peut-être plus tôt, vers début avril. Ce ne sont que des repères artificiels, mais ils sont très significatifs. Je crois que là, on a suffisamment d'éléments pour dire qu'il y a plusieurs affaires dans l'affaire. Alors qu'on s'entende bien, il reste encore plausible qu'il n'y ait qu'un seul et unique attaquant, une seule bête responsable de tout, repoussée de région en région par des actions de chasse. Mais honnêtement, est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus probable que plusieurs foyers d'attaque aient coexisté à partir d'octobre 64 ? Comment mieux expliquer autrement qu'un animal puisse attaquer dans la même heure en deux endroits éloignés, alors que la veille il a été blessé au sang selon plusieurs témoins ? Ou que les trajets incessants du nord au sud et d'est en ouest pendant des mois soient l'œuvre d'un seul animal ? C'est la meilleure explication de ces variations d'écart de distance, et des légères différences de mode opératoire et de profil type des victimes selon la période. Il y avait plusieurs bêtes. Tout au moins jusqu'au 1er mai 65, où un foyer d'attaque a dû être stoppé, puis un autre en septembre a été arrêté ou suspendu, avant une reprise l'hiver venu. Enfin, après une nouvelle interruption sans cause identifiée, un dernier foyer d'attaque se conclut avec la mort d'un animal. En fait, la seule certitude de toute cette affaire, c'est que le 19 juin 67, tout s'arrête. Voici donc notre conclusion d'enquête. Toutes nos données montrent qu'il y avait vraisemblablement plusieurs bêtes du Gévaudan. Aidées par la géographie très particulière du pays, se servant des reliefs pour se déplacer, ces bêtes auraient pu semer le trouble parmi tous les personnages de l'affaire, croyant courir après un animal unique, s'étonnant donc de le trouver là où il n'aurait pas dû être, de sa résistance aux armes à feu, et sans jamais être complètement d'accord sur son apparence. Même si, pour l'instant, on ne s'est pas penché sur son identité, aucun des nombreux différents témoins n'a réellement évoqué autre chose qu'un animal. Bien que l'emploi des termes égorgé ou étranglé est fréquent, et les nombreux cas de décapitation, si les conditions le permettaient, la victime était partiellement mangée. D'ailleurs, le terme le plus souvent employé est dévoré, il y a même un cas où la victime a été enlevée de la bête qu'il a mangée toute, un autre où elle a été partiellement enterrée, et les amputations pourraient correspondre à un besoin de nourrir des congénères ou des jeunes. Malgré des différences flagrantes entre les diverses périodes de l'affaire, les cibles correspondent au même profil préférentiel, issus du milieu paysan, autant que possible jeunes et peu imposantes physiquement. Leur partie vitale était ciblée en priorité, ce qui explique le fort taux de mortalité des attaques. Autant d'éléments qui vont donc en faveur d'un mobile lié à la prédation. Ce qu'on désigne comme la bête était en fait plusieurs animaux prédateurs. Ceci serait donc la conclusion définitive qu'on pourrait tirer si on s'arrêtait sur ce seul angle d'attaque. L'analyse statistique des données liées aux victimes et à la chronologie des événements. Bien sûr, elle a déjà été adoptée par plusieurs auteurs, mais elle n'explique pas tout. Déjà parce qu'il est curieux que plusieurs animaux n'aient été vus ensemble que de manière très exceptionnelle. Mais aussi car d'autres points restent encore inexpliqués aujourd'hui, et malheureusement la science ne pourra rien nous apprendre de plus. Sauf si par miracle on arrivait à remettre la main, non pas sur les animaux empaillés, mais sur des restes de victimes encore identifiables et exploitables, ce serait à mon avis la seule possibilité d'obtenir de nouvelles réponses concrètes sur cette affaire. Et même s'il y a très peu d'espoir, ça pourrait peut-être nous aider car certains doutes persistent. Les amputations, les déshabillages, ou plus particulièrement, le cas de cette attaque du 14 février 66, où la victime s'en sort avec quelques griffures, mais surtout la présence autour du cou, je cite, d'un cordon rouge, comme si le monstre voulait lui couper la tête. Oh non, notre seule explication ne suffit pas. Ah, on comprend mieux pourquoi cette affaire réunit vraiment tous les ingrédients pour en faire un mythe. Une liste de victimes gigantesque, un cadre grandiose, une bête inconnue presque surnaturelle, une réussite incroyable face aux chasseurs, un buzz médiatique, des rebondissements, et à la fin, le mystère court toujours. Et croyez-moi, on est loin d'avoir tout vu. Et oui, dans cette histoire, on peut complètement changer d'opinion selon l'angle d'attaque. Alors il va falloir reposer le décor différemment et essayer de répondre à la question que tout le monde se pose. Quel animal se cache derrière la bête du Gévaudan ? Cette question est sans réponse depuis plus de 250 ans, enfin, pour le moment.
Et abonnez-vous.